Il est temps qu'on partage notre love langage ensemble. En tout cas, mon love langage que je vais partager avec vous. Moi, je l'adore, ce format love langage. Ça permet de partager, de communiquer, d'échanger sur la vision de l'amour. En l'occurrence, je le fais souvent avec mes invités quand ils sont en interview love langage face à moi. Et aujourd'hui, c'est moi qui me prête à l'exercice du love langage. On va papoter ensemble, on va essayer de savoir, de raisonner, savoir si on peut accepter tout par amour, jusqu'où on peut aller aussi par amour. Est-ce que l'amour, il va véritablement au-delà des apparences pour nous? Bref, vous allez découvrir ma vision de l'amour et on va commencer avec la première thématique qui est l'attirance physique versus la connexion profonde. Donc, qu'est-ce qui compte le plus? D'ailleurs, tu peux répondre toi aussi dans les commentaires de cette vidéo, me dire si tu es d'accord ou pas avec moi. Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est le physique ou le charisme? Eh ben, j'ai envie de dire que toutes mes relations amoureuses m'ont prouvé que tous les mecs que j'ai pu rencontrer étaient complètement différents physiquement, ce qui montre que ce n'est pas un physique qui m'attire. Alors après, comme tout le monde, bien sûr, quand je regarde la télé, quand je regarde un film, quand je suis je scrolle sur les réseaux sociaux, je vois un beau mec, je me dis bah franchement c'est un beau mec, tu vois, et il m'attire potentiellement. Mais dans ma vie, le charisme a toujours été plus important que le physique, a toujours primé sur le physique. J'aurais donc tendance à dire le charisme, même si j'avoue, je regarde bien sûr le physique quand je connais pas la personne de prime abord. Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est le physique ou la connexion? Ah! Ben tout dépend si c'est quand tu viens juste de rencontrer quelqu'un ou si tu as déjà un petit peu papoté, avec lui. Mais j'ai envie de dire si c'est aux prémices d'une rencontre, j'irai un petit peu les 2. Le physique va être important et la connexion aussi. Non, mais c'est pas vrai ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai déjà eu des connexions avec des mecs qui étaient moches, mais il se passait quelque chose et au final, ils m'attiraient et ils m'excitaient. Donc ça prouve que chez moi, c'est pas le physique qui me stimule, mais c'est donc plus la connexion. Beau mais pas drôle ou moche mais hyper drôle? C'est très manichéen, dirait Anouchka. Beau mais pas drôle, ça me gêne pas si c'est pour une nuit. Moche mais hyper drôle, ça me gêne pas si c'est un ami. Beau mais con ou moche mais intelligent? Beau mais con ou moche mais intelligent? L'intelligence, ça m'attire, hein. L'intelligence, ça m'excite, hein. Il paraît que ça s'appelle sapiosexuel. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que je suis sapiosexuel, je sais pas du tout, mais j'avoue que quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un qui a de la culture, quelqu'un qui a une aisance, tu vois, par rapport à l'actualité, et cetera, c'est quelque chose qui me stimule. Voilà, et même quelqu'un que j'aurais pas forcément trouvé beau, je peux le trouver beau de par la beauté de son intelligence. Vous m'avez compris? Voilà, donc beau mais con, j'ai envie de dire, c'est comme pour tout à l'heure, oui, pour une nuit. Moche mais intelligent, il y a des limites à moche, il faut que la personne me plaise quand même. À quel point le désir sexuel est important au moment de la rencontre? Pour moi, il est important. Quand je rencontre quelqu'un, je dois le désirer, je dois avoir envie de lui, je dois me faire des films dans ma tête et m'imaginer, en mode 50 nuances degrés, sans les fouets bien évidemment et sans les trucs de bondage. Mais, oui, je dois pouvoir me projeter dans cette je dois m'imaginer au lit ou pas d'ailleurs, avec lui. Est-ce qu'il faut matcher physiquement et intimement pour avoir une connexion? Ah, c'est une bonne question ça. Je crois que oui. Je crois que la connexion, c'est un mix même avec beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Ça peut être le matchage physique, le matchage intime, bien sûr, il faut que ça colle aussi. Heu, j'ai déjà fréquenté des mecs que je trouvais bien, que je trouvais beaux, même la connexion était là, mais au lit, tu sais pas pourquoi ça ne passe pas. Voilà, je ne sais pas si mais je parle de mon passé, hein. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, j'avais rencontré un mec que j'avais fréquenté pendant 3 4 mois. J'étais amoureux, je le trouvais sexy, je le trouvais beau, il m'attirait. Mais au lit, c'est une dinguerie ce que je vais dire. Ça me faisait mal. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne matchait pas. Son outillage ne matchait pas avec le mien. Et alors je le disais pas, hein, mais je me dis, dans mon fort intérieur, je me disais, mais c'est merde, mais c'est dommage quoi. Toutes les planètes sont alignées et à ce niveau-là, ça ne matche pas. Ah ouais, c'était gênant. Voilà, donc trop bizarre.
Est-ce que tu peux être avec une personne grosse? Hem, je pense qu'une personne grosse ne m'attirerait pas, de prime abord. Je pense que si j'apprends à connaître la personne et que je tombe amoureux, de toute façon l'amour ça se contrôle pas, je pense que je suis capable de tomber, amoureux d'une personne qui est grosse ou qui a pas un physique qui de prime abord m'attire. Voilà. Moi je vais pas vous mentir, je vais pas faire style, j'allais faire une mauvaise blague, j'allais dire: «Je vais pas faire mon wokiste». Je déteste cette expression, mais non, je vais pas faire genre. Non, une personne, un homme gros de prime abord ne m'attire pas par rapport, à mon attirance que je projette, sur, un autre homme. Voilà. Par contre, après, je fais la différence entre si tu as rencontré quelqu'un, et que petit à petit dans la relation, il commence à prendre du poids, je vais pas le quitter pour autant. Voilà. Est-ce que tu peux accepter une prise de poids importante chez ton partenaire? Eh ben, je viens d'y répondre à l'instant, j'ai anticipé sans faire exprès. Oui, bien évidemment, enfin ça va pas. Dans la vie, il y a des fluctuations, dans la vie, on perd du poids, dans la vie, on prend du poids, il y a des moments où on prend même beaucoup de poids et c'est OK. Compatibilité et valeurs. L'amour peut-il survivre si on est foncièrement différent? Oui et non. Oui, parce que je considère qu'il y a une histoire de yin et de yang et que la complémentarité et que les différences sont hyper importantes parce que ce que je n'ai pas et que tu as toi recrée un équilibre. Mais quand on est vraiment, vraiment trop différent ou quand au moment d'une relation, on finit par devenir beaucoup trop différent, ces différences éloignent, ces différences séparent. L'amour peut-il aller au-delà de la différence religieuse? Oui, bien sûr, à condition qu'il y ait un respect et qu'il y ait pas d'animosité pour la religion, de l'autre. Ce qui parfois, peut être compliqué, dans certains couples ou dans certaines relations que j'ai observées chez des amis, notamment, où pendant une longue période tout va bien et puis à un moment donné viendra toujours une discussion où l'un va prendre quelque chose de mal, l'autre va se sentir visé, touché dans son ADN, dans son histoire, dans son vécu, dans ses racines et ça peut créer, du conflit. Mais, oui, bien sûr que l'amour peut aller au-delà de la différence religieuse, heureusement. C'est souvent d'ailleurs pour les familles et pour les belles familles que c'est plus difficile. L'amour peut-il aller au-delà de la différence culturelle? Bien sûr, la différence culturelle, c'est ce qui est le plus enrichissant, je considère, même le plus important. Je trouve beau, moi, les couples mixtes, je trouve beau les couples qui s'apportent de leur culture, de leur histoire, de leurs histoires, de vie et culturelles différentes, voilà, et familiales également. L'amour peut-il aller au-delà des idées politiques? Oui, bah oui, pour moi, l'amour peut aller au-delà des idées politiques. D'ailleurs, quand on a une alchimie pour quelqu'un au départ, quand tu rencontres quelqu'un, alors moi je sors pas en boîte de nuit, mais si tu sors en boîte de nuit ou si c'est dans la rue ou dans un café, tu vas pas lui dire pour qui tu votes ou tu es de quel bord politique. Donc tu peux avoir un coup de cœur. D'ailleurs, il paraît que l'amour, en tout cas le coup de foudre, il pourrait nous foudroyer en 8 secondes. J'ai lu ça. Donc oui, je pense que l'amour peut aller au-delà des idées politiques, mais je pense que ça deviendra forcément conflictuel au bout d'un moment dans la relation. Forcément, bah, quand on va manger ensemble, quand on va regarder la télévision, quand on va entendre des débats, quand on sera dans des périodes électorales, quand on sera dans des municipales, quand il y aura des actualités, des tristes actualités, où en fait, tu vas rattacher les choses à un bord politique. Moi, je me considère apolitique. Moi, je ne suis pas pour être de droite, pour être de gauche, pour être de devant, pour être de derrière, sauf si c'est dans le lit. Mais et encore, c'est une petite blagounette, mais non, moi je suis, plutôt je me considère apolitique, c'est-à-dire, n'appartenant à aucun bord, politique et je n'aime pas d'ailleurs cette histoire de bord politique, sous-entendu, je dois adhérer à toutes les idées du clan A, parce que c'est mon bord. Je dois adhérer à toutes les idées du clan B, parce que c'est mon bord, du clan C, du clan D. C'est non. L'amour peut-il fonctionner avec 2 styles de vie différents? Genre, il y en a un qui se drogue, l'autre non, un qui fait trop la fête, l'autre qui est casanier? Je crois pas. Non, je pense quand même qu'il faut être un minimum sur la même, longueur d'onde. Moi, si mon mec, il se drogue tous les week-ends et qu'il sort en boîte de nuit tous les week-ends, très honnêtement, il y aura un fossé quand même qui va se creuser entre nous parce que le style de vie sera différent. Son style de vie sera différent, du mien. Je pense que ça va m'énerver. Par contre, je n'ai aucun problème à ce que mon mec, sorte avec ses amis, sorte même en boîte de nuit avec ses amis, parte même en vacances avec ses amis. Ça me pose pas du tout de problème. Est-ce que la différence salariale est compatible? Bien sûr que la différence salariale, est compatible
à condition qu'il n'y ait pas un déséquilibre qui se crée où à un moment donné dans la relation, l'un se sente soit lésé ou alors se sente inférieur ou que l'autre se sente supérieur ou que l'un, fasse ressentir l'autre comme étant inférieur ou supérieur. Là, ça peut créer des problèmes et je pense qu'il faut pas que l'argent rentre en compte dans le couple. Il doit pas y avoir d'histoire de banque, dans le couple parce que ça crée, des problèmes. De toute façon, l'argent crée des problèmes, que ce soit, en amitié, en famille, en amour. L'argent ne devrait pas être au milieu de tout ça et pour ce faire, je pense qu'il faut avoir une posture, un style de vie et une structure déjà dans sa vie personnelle unilatéralement stable, responsable avec soi-même, je sais pas, tu as acheté un petit appartement, tu as investi, tu vas le retaper, tu vas faire de la location, ce qui n'empêche pas après de partager ta vie et de partager des biens et de partager des choses avec la personne que tu aimes. Mais je crois que c'est important d'avoir son socle, pour éviter après, des types de reproches ou éviter qu'un déséquilibre se crée. Est-ce que l'âge est important pour toi? L'âge est important pour moi dans la limite, bien évidemment, où, à titre perso, je ne suis pas attiré par quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Après, on dit que l'amour quand il nous tombe dessus, je sais pas. J'ai jamais été confronté avec le fait de rencontrer quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Depuis, de toute façon, que je suis très jeune, je suis, attiré par les mecs plus âgés que moi, plus matures que moi, plus mûrs que moi, et j'aime les mecs qui sont plus âgés que moi. Peut-être que c'est pour un côté, je sais pas, c'est débile. Peut-être que ça a un côté protecteur, peut-être que ça a un côté, je sais pas, sécuritaire. Je ne sais pas, d'où ça vient, pourquoi, ça n'a rien à voir avec, une faille, du côté du papa parce que j'ai un super papa. Donc ça vient pas de là, mais non, je préfère les mecs plus âgés. Mais oui, pour moi, l'amour n'a pas d'âge à partir du moment où ça respecte, la morale, mais je n'ai pas de problème, j'en ai reçu d'ailleurs des couples avec des différences d'âge, j'ai pas de problème, Putain, j'ai reçu un couple d'ailleurs où, Sonia, elle avait 72 ans, lui, David, il avait 30 ans. Voilà. Alors oui, ça choque sur le papier, comme ça, on se demande comment c'est possible, mais ils s'aiment. Ils s'aiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que le statut familial est important? Ah genre, pacsé, marié, le statut familial, heu, s'il a été marié, s'il a été divorcé, ça me gêne pas. S'il a des enfants, ça me gêne pas, non plus. Donc le statut familial, non, est pas important pour moi dans la relation amoureuse. Le statut professionnel, non, je m'en fous du job qui fera, mon partenaire. Il peut vendre des pains au chocolat à la boulangerie du coin, il peut être serveur, il peut être chimiste, il peut être PDG d'une grosse entreprise, il peut être astronaute, tout ce que tu veux. À partir du moment, en fait, où c'est un bosseur, à partir du moment où il est motivé, à partir du moment où il a des projets, à partir du moment où il est animé quand même professionnellement par un plan de carrière et des projections, ça m'attirera. On va passer au thème trahison, mensonge, confiance. Ouh, ça promet. Les mensonges sur le passé fragilisent-ils le couple pour l'avenir? Bien évidemment. Une part d'ombre, une part de secret, une part de mystère à partir du moment où ça a un impact dans une vie de couple, même si c'est du passé et que c'est quelque chose, pour quelle que soit la raison que ton partenaire ne te dit pas pour te préserver ou parce qu'il n'est pas OK ou à l'aise avec ça ou alors qu'il a une gêne ou j'en sais rien ce qui peut se passer. Pour moi, les mensonges du passé cachés à ton partenaire fragilisent ton couple pour l'avenir, bien sûr. C'est quoi une cachotterie acceptable et c'est quoi une cachotterie vécue comme une trahison? Une cachotterie vécue comme une trahison, bah, je vais pas être original, mais c'est forcément, tu parles à quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, tu te mets sur un site de rencontre pour t'exciter, tu le dis pas même si tu passes pas à l'action, tu dates quelqu'un, tu rencontres quelqu'un, tu es ami avec quelqu'un, mais la situation elle est un petit peu ambiguë. Ça, c'est des cachotteries que moi je vivrais comme une trahison. Des cachotteries acceptables, je sais pas, ça va être, je te dis une connerie, mais, j'ai perdu mon emploi, j'ai pas osé te le dire tout de suite. Oui, par exemple, j'ai pas dit à mes parents que j'étais homo et cetera. Moi, c'est quelque chose que je peux respecter parce que je respecte les différents parcours de vie, gays et j'ai conscience que la chance que j'ai eue moi et la liberté que j'ai eue vis-à-vis de mes parents, tout le monde ne l'a pas. Donc c'est quelque chose, je mettrai jamais la pression si je suis amené à rencontrer quelqu'un, qui est pas pleinement, clean, free par rapport à sa situation, et par rapport à son orientation. Voilà, des cachotteries, que j'estime, être, OK. Quelle cachotterie serait impardonnable pour toi? La tromperie. Cache la tromperie, je pense que j'ai même pas besoin, de m'exprimer là-dessus. La tromperie, quoique non, c'est faux. Je suis convaincu que je pourrais pardonner la tromperie.
Donc je ne veux pas encourager les personnes qui partageront ma vie plus tard, mais non, 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 non. Je pense qu'en fait, plus je prends de l'âge, plus je me dis que je dissocie, c'est horrible à dire, mais je finis par comprendre que certains dissocient le plaisir charnel de l'amour. Ça me fait même peur de penser ça. La confiance peut-elle se reconstruire après une trahison? C'est difficile. Une fois que la confiance, elle est brisée, je pense qu'il faut du temps et c'est pas les mots, c'est les actions qui doivent prouver que, la confiance a été regagnée. C'est pas on va se retrouver un jour et je vais te dire: «C'est bon, tu as regagné ma confiance». Non, c'est quelque chose qui ne se dit pas, c'est quelque chose qui se ressentira de façon totalement naturelle dans le temps. Où commence et où s'arrête le jardin secret de ton partenaire? Je considère que le jardin secret de mon partenaire, il est hyper important et le mien aussi. J'ai envie qu'on le respecte. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses à cacher, bien au contraire, mais ça veut dire que je ne suis pas pour, les situations, comment dire? Extrêmes du style, «Je veux tes codes de téléphone». Ben non, pourquoi je voudrais tes codes de téléphone? J'ai pas besoin d'avoir tes codes de téléphone. Voilà. Je veux avoir ta géolocalisation sur les réseaux, sur Snap ou alors tu as un tracker dans ton sac et c'est OK, tu dois l'accepter. Non, ça va pas. Il y a pas de il y a pas, ça doit pas exister, tu vois? Tous les trucs comme ça. Donc le jardin secret, il est hyper important. La personne avec qui on partage notre vie doit avoir son jardin secret émotionnel. Voilà, si elle a envie de parler, elle parle, si elle a pas envie de parler, elle parle pas. Après la communication, c'est encore autre chose, peut-être qu'on l'abordera. Ah bah tiens, communication et vulnérabilité. Peut-on vraiment se montrer nu émotionnellement dans les 6 premiers mois d'une relation? Heu, non. Pour moi, non. En tout cas, par rapport à mon cas, souvent dans les débuts d'une relation, je fais grave méga attention. Je veux dire, je crois qu'on essaie un peu tous de se montrer sur notre meilleure posture, notre meilleur visage. Ça passe par des conneries. Moi, je sais qu'en début de relation, avec toutes mes relations, je me lève le matin avant pour aller me brosser les dents, pour aller même me remettre un petit peu de fond de teint, mais avec le reste du pinceau, pour pas mettre trop de matière et pas trop déposer de matière et pas que ça se voit surtout, mais que quand même au réveil, j'ai la peau qui soit toute nickel, etc. Donc voilà, j'ai fait des dingueries moi comme ça quand j'ai rencontré, quand j'étais plus jeune, je vous raconte même pas, ça m'était même déjà arrivé. Je sais pas si je peux le dire ça. Je sais pas si je l'avais déjà dit. Non, mais j'étais vraiment très jeune, hein. Enfin très jeune, faut pas non plus abuser, j'avais, une vingtaine d'années, quoi. Je m'étais mis du fond de teint, sur la porte de derrière, quoi. Voilà et oui, bah oui, bah oui, parce que je voulais que la couleur de la peau soit la même partout. Non, mais c'est débile. À ne pas faire. Voilà, mais je l'avais fait. Quelle est ta capacité à exprimer tes émotions dans le couple? Alors moi, elle est énorme, je dis tout. Je suis un livre ouvert, je rentre du travail, il y a un truc qui va pas, je le dis. J'ai envie de chialer, je chiale. Tu fait quelque chose où j'ai un doute, où je comprends pas une de tes actions, je vais te le dire. J'ai l'impression que ça va pas, je vais même peut-être parfois être un peu oppressant, te dire: «Ça va? Mais t'es sûr que ça va?» Et puis un quart d'heure après: «Mais ça va? T'es sûr que ça va?» Une demi heure après: «Mais t'es sûr que ça va?» Et ça, je sais que ça agace et que ça énerve. Non, mais moi, je communique de fou malade. As-tu déjà eu peur de te montrer fragile ou blessé? Non, non, jamais de la vie. Je me montre blessé, je me montre fragile, je me montre l'arnouna au nez. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, j'essaie quand même de tenir une posture devant la personne que je rencontre ou que j'aime. Mais oui, je peux me montrer fragile ou blessé, bien sûr, au contraire. Et je pense que ça fait vraiment partie de qui on est, les émotions qui peuvent nous traverser, etc. Il faut pas les réfréner. C'est quoi une vulnérabilité pour toi? Eh ben pour moi, je vais vous dire, être vulnérable, c'est de refuser de partager ses émotions. Là, ça veut dire, que tu es quelqu'un de vulnérable parce qu'en fait, je ne sais pas ce que tu penses, je ne sais pas ce que tu es, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce qu'il y a en toi et en fait, ça veut dire que tu es vulnérable en vrai parce que tu laisses pas, tes émotions te traverser, tu te laisses pas les exprimer. Faire preuve de vulnérabilité dans le couple, c'est une preuve de faiblesse ou de force? À votre avis, je vais répondre quoi? C'est forcément une preuve, de force. Pour moi, la vulnérabilité, c'est la force. Pleurer, c'est la force. Exprimer ses émotions, c'est être fort. Ne pas avoir peur de dire qu'on a peur, c'est être fort. Ne pas avoir peur de dire qu'on se sent faible, c'est être fort. Ne pas avoir peur de dire qu'on est vulnérable, c'est être fort. Ne pas avoir peur de dire qu'on va ne pas y arriver, c'est être fort. Ne pas avoir peur d'échouer, c'est être fort. Ne pas avoir peur de craquer, c'est être fort. Ne pas avoir peur d'aller chez le médecin, c'est être fort. Ne pas avoir peur d'être aidé, médicamenteusement, c'est dur à dire, médicalement parlant, c'est être fort. La tromperie.
Où commence la tromperie? Ah! Ouh! Waouh! La tromperie, elle commence s'il y a des sentiments. Si mon mec, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, je suis trompé émotionnellement. S'il couche avec quelqu'un d'autre, je suis trompé physiquement. Si c'est les 2, je suis trompé doublement. Est-ce que tu préfères être trompé et pas le savoir ou trompé et le savoir? Je préfère être trompé et ne pas le savoir, mais que mon partenaire, mette des capotes de fou malade et qu'il fasse même pas des préliminaires sans capote. Voilà, parce que je veux pas être mis en danger et je préfère dans l'idéal, ne pas être trompé tout court. Écrire un DM avec humour à un autre mec, est-ce que c'est tromper? Non. Non, c'est pas tromper, tout dépend qui c'est, tout dépend le contexte, tout dépend pourquoi. Regarder du porno, est-ce que c'est tromper? Non, non. Ça m'est déjà arrivé de découvrir, qu'un partenaire, voilà. Sur le coup, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais j'ai très vite rationalisé, j'ai très vite pris du recul et je me suis très vite dit que c'était OK. Voilà, même se lustrer, l'asticot, sans moi, c'est OK. Il y a pas de problème, c'est juste humain, en fait. Envoyer des nudes, est-ce que c'est tromper? Mais bien sûr! Ah! Non, je sais pas. C'est une trahison digitale. Voilà. Recevoir des nudes, est-ce que c'est tromper? Ben non. Tu as reçu des nudes, tu fais pas exprès, bon non, tu bloques la personne et puis basta cosy, voilà, si tu as pas donné ton consentement. Sauf si ça t'arrange. Faut-il dissocier le HUC de l'esprit? Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus j'avance dans mon jeune âge, plus je suis en train de dissocier l'esprit de la chair et ça me fait même peur moi-même. C'est très bizarre que j'ai cette réflexion, mais en fait, je crois que je crois plus. Je crois pas en la fidélité. Je crois juste que nous sommes des animaux, un petit peu comme les singes qui vont juste à droite, à gauche et qui, copulent entre eux et qu'on essaie de nous faire croire depuis la nuit des temps qu'on est des petits moineaux et des êtres faits pour être ensemble, pour être collés serrés et vivre à 2 jusqu'à la fin de nos jours. Mais je crois qu'en fait, c'est un gros mensonge d'État qu'on nous fait de vie depuis qu'on est né, que c'est pour ça qu'il y a tant de tromperies. Voilà. Est-ce qu'il faut s'en prendre au mec qui trompe ou au mec avec qui tu as été trompé ou à la meuf avec qui tu as été trompé, qui est à l'origine de la tromperie? Non, faut s'en prendre à ton mec, tout simplement. La meuf, même si elle savait que tu étais en couple, bah, je suis désolé, mais alors OK, peut-être que c'est pas moral, peut-être qu'elle aurait pu dire: «Bah non, j'y vais pas», mais c'est pas elle le problème, c'est le mec. Peut-être qu'elle, elle avait d'autres projections, peut-être qu'elle est tombée amoureuse et puis peut-être qu'elle en a rien à carrer aussi et puis non, c'est pas son problème en vrai, pour moi. Se mettre sur un site de rencontre pour s'exciter, mais rien faire dans le réel, est-ce que c'est tromper? Non. Non, c'est pas tromper, mais faut qu'on discute. Faut qu'on ait une discussion. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin de faire comme si, de te mettre dans un scénar où tu parles avec quelqu'un au final sans jamais passer à l'action? Est-ce que c'est pas le prémisse qui annonce que tu vas passer à l'action? Un petit peu comme, ma mère me disait, «Le P est un petit bruit impétueux qui annonce avec grand fracas l'arrivée du général caca». Je me dis peut-être que faire ce type d'action, ben, ça annonce en fait que tu vas tromper. Minority Report. Est-ce que quand on trompe soi-même, on est plus jaloux et possessif avec son partenaire? Je crois que oui. Je crois qu'une personne qui trompe elle-même, désolé, hein, les meufs, les mecs, je ne veux pas vous faire baliser, mais si vous êtes avec un partenaire extrêmement jaloux et possessif, il faut se poser des questions. Je crois qu'il faut se poser des questions et il peut y avoir, ça se fait, il fait rien du tout, mais selon moi, selon ma science à moi, il est plus enclin à avoir trompé ou à tromper lui-même à la base, dans la relation ou par le passé, ou les 2. Est-ce que tu as déjà trompé? Oui. Oui, j'ai déjà trompé, un de mes ex, oui, je l'ai déjà trompé. On était sur la fin d'une relation, pas la dernière, relation, celle, d'avant, je veux pas qu'il se reconnaisse. Mais, oui, bah, de toute façon, certainement lui aussi, voilà, ça n'allait plus, on continuait, on n'arrivait pas à se détacher et voilà, mais pas la dernière relation, je tiens à le préciser, hein. Est-ce qu'on t'a déjà trompé? Pas à ma connaissance, mais franchement, j'imagine que oui. Je pense qu'on m'a déjà trompé, mais je ne le sais pas. Rôle dans le couple. L'homme et la femme ont-ils un rôle pour toi dans le couple? Alors pour moi, c'est plutôt l'homme et l'homme ont-ils un rôle dans le couple? En gros, est-ce qu'il y en a un qui fait l'homme? Est-ce qu'il y en a un qui fait la femme? Saut cliché homophobique des années 1980 que je déteste, mais on va rentrer dans le jeu du questionnaire. Oui et non. Oui et non.
Après, moi, je parle pour mon cas, il y a une histoire de compatibilité. Voilà, je sais pas si ça rentre là-dedans, je sais pas si je suis à côté de la plaque. C'est pas une histoire de rôle parce que pour moi, il faut pas de jouer de rôle, mais une personne qui va représenter une figure qui va ressembler à la mienne ne va, à titre personnel, moi, pas m'attirer. Voilà, je suis désolé, mais un mec qui porte les mêmes sacs à main que moi ne va pas m'attirer, c'est no way. Même si pourrait se passer quelque chose de grave cool entre nous et de grave bien, je me forcerai à ne pas me mettre dans la relation, je ne peux pas. Je vais lui dire quoi le samedi? Tu peux me prêter ton sac? Jamais de la vie. Ça ne m'excite pas du tout. Je suis désolé, c'est comme ça. Voilà. En tout cas, ça me concerne à moi. Donc, non, il n'y a pas une histoire de rôle homme-femme, homme-homme, homme viril, homme féminin. Mais par rapport à mon cas, il y a une histoire d'alchimie et de complémentarité qui, dans mon historique de couple, me montre que, bah, vraisemblablement, pour moi, sans que je le fasse exprès, c'est important. Y a-t-il des rôles réservés aux hommes et des rôles réservés aux femmes? Non. Il n'y a pas de rôle réservé aux hommes, il n'y a pas de rôle réservé aux femmes, il n'y a pas de rôle réservé aux hommes passifs, il n'y a pas de rôle réservé aux hommes actifs. Il y a juste des rôles d'êtres humains et chaque couple avec son partenaire trouve ses règles, fait ses règles et trouve son équilibre et donne ses accords, son accord pour ce partage et cet équilibre-là. Qui doit faire la demande en mariage? Personne. D'ailleurs, si on est dans un couple hétéro, j'ai vu que, en termes de statistiques, les chiffres bondissaient. De plus en plus de femmes demandent leurs hommes en mari et je trouve ça grave génial. Je crois qu'il faut mettre de côté, le truc, c'est le rôle de l'homme de se mettre à genoux, de créer une surprise incroyable et de demander en mariage. Si, les 2 dans le couple fonctionnent comme ça et qu'ils sentent instinctivement que ça va se passer comme ça, que ça doit se passer comme ça, c'est OK qu'ils le fassent. Mais si une femme sent qu'elle a envie, elle aussi, de surprendre son mari et de le demander, son futur mari, et de le demander en fiançailles ou en mariage, qu'elle le fasse, c'est OK aussi. Est-ce qu'on doit mettre de côté sa vie pro pour s'occuper des enfants? Ah, j'ai pas d'enfants, mais j'ai envie d'en avoir et en même temps, je sais pas si un jour j'en aurai et je me dis que j'ai peur, c'est une question que je me pose, je me dis: «Mais est-ce que j'aurai le temps de m'occuper de mon enfant?» Mais après, j'ai des couples que je connais qui ont eu des enfants ou des personnes même solo qui ont eu des enfants qui me disent: «Mais en fait, tes priorités, elles changent à partir du moment où tu as un enfant et ce que tu penses maintenant pendant que tu en as pas, ne sera pas ce que tu penseras quand tu en auras un». Et ça, j'ai conscience de tout ça mais je me dis: «Non, faudrait que je travaille quand même, ça veut dire qu'il aura quelle vie mon enfant? Il sera tout le temps avec une nounou». Mais en même temps, c'est la vie, je crois que c'est comme ça, donc je sais pas. Mais je pense qu'il faut faire des concessions, oui, et réaménager son emploi du temps. Voilà. Qui doit aller vers l'autre pour faire l'amour? Bah, les 2, hein. Voilà, tout simplement, il y a pas un partenaire qui doit plus aller vers l'autre partenaire, s'il a envie de faire l'amour. C'est quelque chose qui se fait comprendre, c'est quelque chose qui se fait ressentir, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui se ressent. C'est que le HUC, ça se sent, hein. Enfin oui, ça se sent quand, je parlais pas de ça, je parlais pas de s'il y a une mauvaise odeur ou un truc comme ça. Mais le HUC, c'est palpable, le HUC, ça se sent. La tension hucuelle, elle se sent, tu vois? Quand il y a quelque chose, voilà, au-delà du côté physiologique de la chose, je trouve que c'est palpable. On va parler de l'engagement. C'est quoi l'engagement pour toi? Ah, c'est une bonne question. L'engagement pour moi, c'est pas le mariage. Le mariage pour moi, c'est un folklore. Je sais que ça hérisse les poils de beaucoup de gens, mais je me suis déjà exprimé là-dessus sur un stream. Mais pour moi, c'est un contrat. Voilà, le mariage, c'est des codes où une société s'est mis d'accord pour dire que pour unir deux personnes, ce serait au travers de ces codes-là. Pour moi, l'engagement, il est beaucoup plus moral, il est beaucoup plus la loyauté vis-à-vis de l'autre, l'amour vis-à-vis de l'autre, la sincérité vis-à-vis de l'autre, l'attachement vis-à-vis de l'autre, le partage vis-à-vis de l'autre. Et en vrai, l'engagement, il est dans les codes et les règles que le couple accepte de vivre à deux. Si dans le couple, tu en as un qui a des règles, l'autre qui les partage pas, qui a pas donné son consentement, son accord pour ces règles-là, ça créera un déséquilibre et forcément l'engagement, il va s'effriter. Pour que l'engagement et le socle de l'engagement y soit fort, pour moi, tout est une question d'acceptation de règles. Je vais vous donner un exemple. Heu, Si une femme accepte que et un homme accepte qu'un des 2 ne travaille pas, bah, par exemple pour s'occuper des enfants s'ils ont des enfants, mais que tous les 2 ils sont OK, qu'il y en ait un qui porte la charge, professionnelle à la maison et que l'autre porte la charge enfin, les 2 se partageront l'éducation et tout, mais vous m'avez compris. Voilà. Et ben, si les 2 sont d'accord, si les 2 ont donné leur accord et si les 2 sont OK pour cette règle, bah, l'engagement va en être plus fort.
Voilà, s'il y en a un qui est pour, l'autre qui est contre, un qui est à moitié d'accord, l'autre qui est à moitié pour ou contre, l'engagement, il va s'effriter avec le temps. Qu'est-ce qui te ferait te désengager d'une relation? Ben, un mec qui me trompe, un mec qui me ment, un mec qui me ment, un mec qui n'a pas de signes de tendresse, un mec qui m'aime pas, un mec, qui me fait croire des choses, ça oui, je pense qu'au bout d'un moment, je me désengage. Engagement et fidélité, est-ce que c'est co et infidélité, est-ce que c'est compatible? Je crois que oui. Je crois malheureusement que oui, je crois qu'on peut être engagé dans une relation, je crois qu'on peut aimer éperdument son partenaire et je crois qu'on peut à un moment donné le tromper. Je vous ai dit, hein, je ne vais pas revenir sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure, mais de plus en plus, je ne crois pas en la fidélité. Faut-il se marier et avoir des enfants pour réussir sa vie? Non, bien sûr que non, qu'il ne faut pas uniquement se marier et avoir des enfants pour réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut cultiver, le bonheur, cultiver les choses qui nous font plaisir, cultiver la famille, cultiver les amis, cultiver, la conception de son propre foyer, de sa propre famille qu'on peut se créer aussi, parfois parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille soudée, solide et aimante. Donc bien évidemment chacun, crée son schéma de réussite de vie. Ne pas avoir d'enfant, est-ce que c'est forcément un échec? Bien sûr que non. Bien sûr que non, ne pas avoir, d'enfant, ça peut être forcément aussi une réussite pour, certains. Certains ne veulent pas d'enfants et c'est OK et on ne doit pas leur mettre dans la tête que leur vie est ratée s'ils n'ont pas eu d'enfant. La famille, l'entente avec la famille contribue-t-elle à la réussite du couple? Mmh, je crois que oui. Je crois que tu as beau aimer éperdument ton ou ta partenaire, mais mal t'entendre avec ta belle famille ou que ta famille s'entend mal avec ton ou ta partenaire, ça finira par créer des tensions et des problèmes, ça finira par créer des crises, ça finira par créer des disputes, ça finira par créer des discussions de couple, ça finira par créer des désaccords, ça finira par créer des déséquilibres. Donc oui, la famille, les familles ont un rôle important dans la réussite d'un couple, je crois, mais n'en sont pas le socle le plus solide non plus. Une belle-mère insupportable, comment gérer? Mmh, j'ai jamais eu ce cas-là, mais je pense qu'il faut savoir mettre des limites. Apprendre à mettre des limites, ne pas dire oui quand on a envie de dire non, ne pas se forcer à faire une action ou à se rendre à un endroit ou à un repas auquel on n'a pas envie d'aller parce qu'on est fatigué, parce qu'on a d'autres, prérogatives, parce qu'on travaille, voilà. Il faut tout simplement verbaliser et trouver un équilibre assez assez clean pour que ça puisse être poli vis-à-vis de ta belle famille, mais que ce soit poli aussi vis-à-vis de toi et que ce soit respectueux vis-à-vis de toi, toi-même, ton esprit, ton mindset, ton physique et que tu ne te forces pas, que tu fasses pas les choses à l'encontre. Après, dans la vie, il faut en avoir conscience, il faut faire des concessions. On doit parfois se forcer à faire des petites choses qu'on n'a pas envie de faire, mais pas que. Il y a un juste équilibre à trouver. Et je pense qu'il y a que nous qui pouvons le sentir. Faut-il tout accepter ou mettre des limites? Ah bah tiens, avec la famille du conjoint, je viens de répondre à cette question. Et enfin, dernier thème de mon love langage, on va parler de l'intimité dans le couple. La sexualité représente combien de pourcentage du couple? Alors j'aurais tendance à dire au début d'une rencontre, dans les premiers mois, il y a toujours plus de passion, il y a toujours plus de relations sexuelles, 80 peut-être. Et petit à petit, je considère, que c'est toujours important, mais on fait l'amour aussi différemment. On fait l'amour en mangeant ensemble, on fait l'amour au travers de l'affection, qui se partage, au travers du regard, au travers d'un câlin, au travers d'une étreinte. C'est pas que la pénétration, la sexualité. Et allez, je dirais globalement, allez, 70, on va dire 65-70 pour moi, ça fait un couple. Y a-t-il une fréquence à avoir pour que le couple marche? Non. Je crois que tout est une question de communication, de parole, encore une fois, et qu'il faut se dire les choses et que si parfois, on a moins d'envie dans un couple, il faut se le dire. Il y a des raisons à ça, parfois il y a pas de raison à ça, mais il faut se le dire, faut en parler pour pas que la personne se dise: «Ah bah tiens, si mon partenaire il est moins manifestant vis-à-vis de moi pour avoir des relations intimes, est-ce que c'est parce que je le repousse? Est-ce que c'est parce que je lui plais pas? Est-ce que c'est parce que je l'attire plus? Est-ce que c'est parce qu'il est stressé? Est-ce que c'est parce que c'est le travail?» Je crois qu'il faut en parler et les mots sont exorciseurs. Les mots, ont l'efficacité d'une baguette magique. Donc il faut parler.
C'est quoi ta fréquence idéale? Moi, je suis pas un gros baiser. Moi, je suis ça me va en fait, il y a pas de règle pour moi. C'est vraiment au feeling, j'ai envie qu'on partage un moment, on le fait, c'est comme ça, j'ai pas envie de me forcer. Tu as envie, tu me le dis, si j'ai pas envie, je te le dis, c'est pas tabou. Voilà, ça change en fonction de la temporalité, en fonction de la période, en fonction du stress, en fonction du travail. Voilà, c'est tout. Faut-il parfois se forcer à coucher même quand on n'en a pas envie? Non, faut pas se forcer à coucher même quand on n'en a pas, heu, envie. Ça m'est déjà arrivé de me forcer même quand j'en avais pas envie, mais attention, on va se détendre tout de suite. C'était pas se forcer au sens: «Je me force, je me sens V», pas du tout. C'était: «Je me force, j'en ai pas envie, mais j'ai envie de faire plaisir à mon partenaire». Est-ce que c'est la bonne attitude à faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un conseil que je donne? Non. Je parle de, mon historique et de mon histoire personnelle. Est-ce que moi, ça m'a gêné de faire ça? Non, voilà. Est-ce que je l'ai déjà fait? Je vais pas vous mentir, oui, voilà. Et est-ce que c'est OK pour moi, vis-à-vis de moi? Oui. Voilà, si ça l'était pas, me connaissant, je sais que je mettrais ma limite. Voilà. Et quand j'ai jamais eu vraiment envie de le faire, je le disais. C'était clair et net, je le disais, je me suis pas gêné. Mais ça m'est arrivé de me mettre un petit coup de pied au cul, sans mauvais jeu de mots. Est-ce que la taille, ça compte? Non. Et je vais vous dire, plus c'est gros, moins c'est bon. En tout cas pour mon cas. Ah non, c'est chiant. Tu es obligé de te préparer psychologiquement. Presque, faut faire un rituel, juste avant pour que tes chakras soient bien ouverts. Non, voilà, il faut que ça puisse être, classique. Voilà, je suis désolé. À la base, quand c'est démesuré, voilà, ça fait peut-être fantasmer certains. Peut-être que pour un one shot, tu peux te dire: «Oh!» Voilà, mais non, sur le long terme, non, non, je suis désolé. Est-ce qu'il faut être exclusif pour que ça marche? Tout dépend des règles du couple. Encore une fois, pour mon cas, oui, il faut un couple exclusif pour que ça marche. Pour d'autres couples, non. Il y a des couples qui ont trouvé leur équilibre et qui mettent leurs règles en place. Certains, ça passe au travers du libertinage, de l'échangisme, du candélisme. Pour d'autres, il y en a qui aiment regarder leur partenaire. Si c'est leurs règles, si ils ont établi leurs limites de ce qu'était la tromperie pour eux, c'est OK. Est-ce que tu accepterais le libertinage ou l'échangisme par amour? Non, never. Pas dans mon cas à moi. Chez les autres, ça ne me pose pas de problème. Mais si mon partenaire l'est, ça me poserait un problème. Non, j'ai besoin de rencontrer un partenaire exclusif et qui partage pour le coup la même vision. Par amour, est-ce que tu accepterais des pratiques que tu n'aurais pas envie initialement, que ce soit sur toi ou sur ton partenaire? Par amour, si j'y consens. Par amour, si on en discute, si on en parle, que je donne mon accord et que je dis c'est OK. Que je suis avec mon partenaire et que je lui dis: «Et c'est OK, je veux bien tester et c'est OK, bébé, tu peux me mettre le doigt dans le pied, bébé». Non, je plaisante. Oui. Oui, 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 si on en parle, je pense que ma réponse était très claire, oui. Est-ce que la vision, l'image que tu as de ton partenaire change en fonction de son body count? Non. Et d'ailleurs, je n'ai jamais posé cette question-là à mes partenaires avec qui j'ai partagé une relation sérieuse. Ça ne m'a jamais intéressé. Voilà. Si ton partenaire est bi, est-ce que c'est OK? Oui, s'il est bi, mon partenaire, c'est carrément OK. Ça me gênerait pas du tout. Voilà, je vois pas ce que je peux dire de plus, parce que de toute façon, la tromperie, elle resterait la même si c'est avec une femme ou avec un homme. Et ceux qui disent: «Oui, mais il y a plus de risques parce qu'il est attiré et par les femmes et par les hommes». Non, ça, c'est n'importe quoi. Il y a plein d'hommes dans la rue, même s'il est complètement homo, il pourra avoir des envies et c'est pas moi qui vais contrôler son cerveau. Donc qu'il y ait des femmes dans la rue, ou qu'il y ait des hommes dans la rue, qu'ils soient bi, qu'ils soient homo, c'est pareil pour moi. Et ben voilà! Alors dans le love langage de mes invités, je fais une analyse de leur love langage, de ce que j'ai compris de leur love langage. Je vais pas le faire en l'occurrence là, pour moi, pour moi-même, c'est à vous de le faire. À vous de me faire l'analyse de mon love langage dans les commentaires de cette vidéo. Et partagez-moi votre love langage aussi dans les commentaires de cette vidéo. On reste ensemble sur ma chaîne YouTube. Je ne vous lâche pas en cette période estivale. On va passer des vacances muy caliente. Bisous, bye bye.